Mesdames et messieurs, bienvenue à Triangle Socle du Congo Trisoko. Aujourd'hui, on a essayé un peu de changer de cadre avec monsieur Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. Et là, je veux clairement dire aux téléspectateurs que nous venons là d'assister à une grande conférence que vous avez tenue dans le cadre des auditeurs, de l'Institut des auditeurs international du Congo, la section du Congo notamment. C'est une institution qui regroupe tous les auditeurs du monde entier. Vous avez participé également à plusieurs conférences dans le même cadre, mais à l'international. Mais là, aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'édifier les auditeurs internes congolais autour de l'audit interne et aussi de la maîtrise de risque. Donc, on se dit que c'est une matière qui doit de plus en plus s'intégrer dans nos entreprises, et l'administration notamment. Les cas aujourd'hui, vous avez été avec les régies financières. Dites-nous, qu'en est-il exactement de l'audit interne et quel est son impact, surtout quand vous parlez de la maîtrise des risques? Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, la conférence que je viens d'animer a porté sur le terme maîtrise des risques et audit interne comme outil de bonne gouvernance et de transparence dans les services publics. Et on a pris le cas des régies financières. En effet, pour être plus synthétique, nous partons d'un constat de la qualité de nos services publics et des régies financières y compris. Cette qualité n'est pas défendable, elle est médiocre. Dans le fonctionnement, personne ne peut soutenir que nos services publics fonctionnent très bien. Personne. D'où le rendement que nous vivons est faible. Donc si les recettes sont aussi faibles, c'est entre autres parce qu'il y a une mauvaise, le fonctionnement de nos services publics n'est pas bon. C'est ça le constat de tout homme honnête et objectif. Ce n'est pas du fanatisme, mais c'est la réalité. Maintenant, ce n'est pas pour critiquer, mais devant ce constat, on se rend compte que nous pouvons donner des solutions. Et on se dit, la solution, c'est la maîtrise des risques et l'audit interne qui vont améliorer le fonctionnement de nos services. Ça, c'est l'affirmation. Mais il fallait démontrer que, effectivement, la maîtrise des risques, comme l'audit interne, peuvent améliorer le fonctionnement de nos services. C'est ce qu'on a démontré. L'audit interne doit contribuer normalement à la bonne gouvernance aussi. Justement, donc c'est ce qu'on a démontré lors de la conférence, parce que la maîtrise des risques, ça vous aide à ce que tous les agents puissent maîtriser ce qu'ils font, puissent connaître d'abord ce qu'ils font et maîtriser tous les risques éventuels qui peuvent empêcher leur travail, disons, qui peuvent empêcher leurs actions, qui peuvent empêcher les objectifs, qui peuvent empêcher que leur rendement ne puisse pas atteindre les objectifs. Parce que quand il y a des risques qui viennent déranger l'évolution du travail, on n'atteint plus les objectifs. Mais il faut maîtriser ces risques-là. À travers l'audit interne et aussi la maîtrise de risque, chaque entreprise, chaque administration devra faire une sorte d'autopsie de sa façon de faire. Mais bien sûr, sa mission et ses fonctions. Non, c'est-à-dire que ce sont des notions internationales. Il y a des normes et des pratiques internationales. Vous ne devez pas vous écarter de ces normes et pratiques internationales. D'abord, c'est bien conçu sur le plan international. Ce ne sont pas des choses inventées qui viennent du ciel. Ce sont des résultats, des réflexions, des résultats des recherches de plusieurs personnes qui ont vécu des problèmes dans leur société et qui ont proposé ça. Donc, sur base de ces résultats, on propose maintenant que nos services puissent s'aligner à ce que les autres font, qu'on les adapte dans nos services. Alors, c'est ce qu'on a démontré. Comment adapter ça? Comment adapter? On dit, nous avons des services de contrôle à ce qui concerne les régies financières. Il y a des services de contrôle qui sont là, mais qui ne sont pas efficaces, qui ont démontré leur caducité. C'est vraiment maintenant ruiné par l'ancienneté. C'est-à-dire les principes qui étaient à la base du fondement de la création de ces services, les réalités sont déjà dépassées. Donc il faut migrer vers d'autres choses. Donc il faut innover,
même pas innover, il faut adapter les nouvelles choses. Et cette adaptation se concrétise par la scission des services de contrôle, ce qu'on a défendu, en 3 services différents. Vous avez un service qu'on va appeler l'inspection des services, un autre service qu'on va appeler la maîtrise des risques, et puis un 3e service qu'on va appeler audit interne. Chaque service a ses attributions précises. Dans l'administration fiscale notamment. Dans les régies financières. En tout cas, c'est la même réalité dans les 3 régies financières. De sorte que quand les services de contrôle sont alignés selon les normes et pratiques internationales, obligatoirement, je dis bien obligatoirement, c'est l'amélioration des fonctionnements des services. C'est ça la conséquence obligatoire. Ou vous les mettez en place, vous n'avez pas une amélioration, ou vous les mettez en place et vous avez une amélioration. Même si l'amélioration est à 30%, mais c'est une amélioration quand même. Si elle est à 60, 50, c'est aussi bon. Mais qu'il faut qu'il y ait quelque chose, cette valeur ajoutée doit exister. Il suffit d'accepter de mettre ça en place. En un temps record, vous avez les résultats positifs. En un temps record. Et donc là, c'est au niveau de l'organisation de nos services. Alors, c'est des organisations avec peut-être cette ignorance au niveau de notre administration. Nous parlons de l'administration fiscale, les régies financières dont vous parlez. Est-ce que c'est dû peut-être à la définition des mauvaises politiques, ou bien c'est peut-être aussi les fonctionnaires sont fatigués au regard également de leur traitement, parce que vous avez également relevé les conditions sociales des fonctionnaires. Bon, ce n'est pas que les gens sont fatigués, c'est la connaissance. Il faut connaître. Quand vous ne connaissez pas, alors ne dites pas n'importe quoi non plus. On croit que ce que nous faisons, les gens croient que ce que nous faisons c'est bon. Alors que nous voyons les résultats négatifs, faibles, mais on ne fournit pas un effort pour réfléchir et évoluer. C'est ça le paradoxe. Est-ce qu'on veut rester dans la même situation ou bien on veut évoluer? Si on veut évoluer, nous évoluons. Mais comment évoluer? Pas en désordre. C'est-à-dire le manque d'organisation au niveau des régies financières fait payer également cash ce déficit au niveau du budget, au niveau de la réalisation des recettes. Mais bien sûr. D'ailleurs, dans notre ouvrage, quand je parle de faiblesse fiscale, mais il y a tout un volet, le volet organisationnel. C'est-à-dire les services qui doivent mobiliser les recettes. Mais ils doivent être organisés. Il y a, les gens crient toujours coulage de recettes, sans comprendre pourquoi. Mais c'est pourquoi-là, il y a aussi la mauvaise organisation, le mauvais fonctionnement. Vous croyez que les recettes sont volées, alors que le mauvais fonctionnement ne vous permet pas d'avoir tout ça. Donc c'est ça. Si nous étions bien organisés, par exemple, quand on est bien organisé, on doit connaître le nombre de contrôles réels qui peuvent aider. Facilement, on peut dénicher les informels. Facilement, on sait que tel a bien payé ou n'a pas bien payé, avec l'organisation. Mais quand on n'a pas tout ça, vous avez une personne qui doit vous gérer 20, 50 contribuables. Avec quels moyens? Rien. Et comment peut-il faire ce travail? Donc, ça prouve qu'on n'est pas bien organisé. Or, si nous étions bien organisés, tous les contribuables connus devaient être bien gérés. Et quand ils sont bien gérés, tout ce qu'ils produisent comme impôt sera pris en compte. Mais maintenant, on ne sait pas prendre en compte tout ce qui est produit. Les gens vous fraudent, mais on ne sait pas trop les poursuivre parce qu'on est insuffisant, on est faible sur le plan organisationnel. Comment alors matérialiser cette organisation et comment l'équipe qui est habilitée à le faire? Je pense que vous allez peut-être répondre à ces questions après avoir peut-être suivi cet extrait de votre intervention devant les auditeurs des régies financières. En 2007, nous arrivons à Aru et on pose la question sur les preuves de paiement. Les responsables du service nous brandissent les quittances modèle unique en 2007. Alors que les quittances modèle unique étaient abandonnées depuis 1999. À l'époque, on avait mis en place les timbres fiscaux. Les quittances modèle unique étaient abandonnées au profit des timbres fiscaux, mais qui s'est révélé catastrophique, pire que les quittances modèle unique. Et nous sommes arrivés au nord de perception.
Donc, en 2007, plus de 7 ans après, eux ne savaient pas qu'on avait déjà abandonné les quittances modèle unique. Voilà un dysfonctionnement réel. Mais s'il y avait un service de maîtrise des risques, et une fois la mesure est prise, on s'assure que tout le monde au sein du service est informé. On s'assure de ça. Et il y a des gens dédiés à cela qui doivent s'assurer d'une façon hiérarchique que tel a reçu l'information. On va, en descendant jusqu'au bas de l'échelon, on se rend compte qu'effectivement, l'information a circulé. Maintenant, on va se poser la question plus tard, est-ce qu'ils travaillent en fonction de cette information? Comme ça, facilement, avec les contrôles internes qui fonctionnent, on sait facilement dire qu'à tel endroit, ils ont les informations, ils travaillent en fonction de ça, et s'ils rencontrent des difficultés, et déjà à leur niveau, au niveau des agents, ils peuvent faire le reporting et informer la hiérarchie que moi, ce que vous me dites de faire, c'est bien, mais voilà ce que je rencontre comme difficulté. Déjà à son niveau. Et en faisant le reporting, on peut maintenant changer ce qu'il faut changer. Donc, vous voyez l'importance d'avoir un service dédié à la maîtrise des risques. Et on peut aussi homogénéiser. Comme je l'ai dit avant, on peut avoir un risque détecté dans le Congo central, mais ce même risque est aussi détecté à l'Équateur. Mais si à l'Équateur, ils font leur gestion des risques, pour eux, tel risque est apparu, voilà comment ils vont le gérer et voilà comment ils vont résoudre les problèmes. Dans le Congo central, ils ont leur façon de résoudre, dans les Kasaï, et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas non plus sérieux pour un service. Mais quand il y a un service dédié à la maîtrise des risques, c'est que les risques constatés au niveau du bas de l'échelle remontent jusqu'au niveau de la haute direction, et disons du service maîtrise des risques. Ce service essaie d'uniformiser, de gérer d'une façon nationale. Il se dit, tel risque existe dans le Congo central, on l'a répercuté aussi, on l'a constaté dans telle province. Maintenant que chaque province a aussi certaines réalités, voilà comment nous pouvons faire le rapport à l'autorité pour que l'autorité puisse avoir une mesure cohérente, uniforme et homogène à travers le pays. C'est ça l'importance d'avoir un service dédié à la maîtrise des risques. Et puis, les agents, les services opérationnels, quand ils travaillent, ils sont préoccupés par les résultats. Mais ils peuvent identifier un risque. Ils peuvent l'évaluer. Mais leur demander de tout faire, ça devient aussi compliqué. C'est-à-dire qu'ils doivent s'occuper de leur travail aujourd'hui, et puis ils doivent réfléchir comment gérer ces risques, ils doivent faire ça et ça. Ça risque d'être aussi inefficace. Mais si ils présentent les problèmes, ensemble avec des gens qui viennent pour les accompagner, on les accompagne pour qu'ils gèrent, qu'ils expliquent d'abord très bien ce qu'ils constatent comme difficulté, qu'ils gèrent correctement les autres, ensemble avec les services concernés, ils réfléchissent, et là, au moins, on peut avoir un résultat rapidement, c'est-à-dire, s'il faut concevoir des textes, ce ne sont pas les agents qui doivent faire ça, il y aura un service qui pourra faire des propositions, des mises à jour, ou de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, des gens dédiés à cela. Par rapport à notre environnement, parce que si nous étions dans un environnement bien organisé, peut-être on réfléchirait autrement. C'est comme quand vous allez à la DGFIP en France, ils n'ont pas un service d'inspection comme chez nous. Parce que pour eux, il y a des choses qu'ils ont déjà dépassées depuis leurs arrière-grands-pères. Donc leurs grands-pères, leurs pères ont vécu dans ça et eux aussi continuent à vivre dans ça. Donc ça ne sert à rien de leur parler de ça, sinon ils vous trouvent pratiquement préhistorique. Le cas concret, à Nice, un séminaire du CREDAF. On nous parle des pays africains étaient là, parce que le CREDAF est un organisme fiscal des pays francophones. On nous parle de la contre-vérification.
Alors, les Français qui étaient là nous posent la question, contre-vérification c'est quoi? On leur dit, mais non, mais la contre-vérification c'est ça et ça, on a expliqué. Ah, vous avez encore un service de contre-vérification chez vous? Ah, chez nous ça n'existe plus, la contre-vérification. Mais nous étions, et puis ils se moquaient de nous, nous étions obligés de leur expliquer pourquoi nous gardons encore la contre-vérification chez nous. Donc ça c'est l'environnement qui nous oblige à faire ça. Mais chez eux, leur environnement ne leur permet plus de penser à de telles histoires. Parce que quand on a contrôlé une société, c'est qu'on a pris le temps de réunir tous les éléments et dès qu'on les contrôle, ça suffit. On ne peut même pas s'imaginer qu'il y ait encore un deuxième contrôle. Pour eux, c'est passé. Donc voilà une réalité dictée par l'environnement. Et ici, chez nous, notre environnement est dominé par une certaine ignorance généralisée des textes par nos agents. Alors, nous avons besoin d'un service dédié qui suit tout ça de près et qui travaille avec les agents, qui accompagne au jour les agents. Là, au moins, on peut s'assurer que quand le fonctionnement des services va s'améliorer, on pourra aussi, disons, quand les agents vont intérioriser, vont s'approprier de tous ces mécanismes, ils commencent à vivre dans ces mécanismes-là, on peut s'assurer qu'il y aura amélioration du fonctionnement des services. Et quand il y a amélioration du fonctionnement des services, au moins la gouvernance est aussi améliorée, la transparence l'est aussi. Ça, c'est le deuxième service que nous estimons indispensable pour un service de contrôle dans les régies financières. Le troisième service, c'est éventuellement l'audit interne. Parce que les sanctions sont garanties parce qu'il y a trop de petits voyous dans nos services. Bon, il faut toujours qu'ils sachent qu'il y a l'épée qui domine sur eux. Et il y a les textes qui circulent, qui sont mis à jour, qui sont expliqués auprès de tous les agents. Alors, quand nous avons cette assurance, c'est-à-dire tout fonctionne très bien, maintenant nous devons, les chefs doivent s'assurer qu'effectivement, tout ce que nous avons mis en place, le contrôle interne fonctionne correctement, tous les mécanismes sont très bons. Il faut qu'il ait une assurance raisonnable. Et cette assurance raisonnable lui sera donnée par qui? Justement par l'auditeur. Donc il faut qu'il y ait ce service-là qui doit s'occuper de ça. Et les services d'audit, comme on l'a dit, à ces normes, on ne le fait pas d'une façon imprévue, il faut un plan annuel d'audit. Vous précisez déjà au service, il y a cette philosophie, cette politique de former régulièrement les agents. Donc, comme c'est une nouvelle matière, il faut former les agents, à partir des cadres jusqu'au niveau des agents. Donc, tout le monde est intelligent, donc c'est question de former les agents en leur disant, voilà ce que vous devez faire. Donc, la formation est indispensable. Les textes sont adaptés. Maintenant, pour la mise en œuvre de ces textes, il faut des hommes. Mais ces hommes doivent être formés, doivent savoir ce qui est faisable. Et enfin, tout ça aussi peut être bien fait, mais nous aurons affaire au financement. On dira, mais ça coûte combien? Parce qu'il faut former les agents, parce qu'il faut acheter peut-être ou aménager tels locaux qui doivent servir de bureaux pour tel service. Donc tout ça, ce sont des moyens qui peuvent être budgétisés. Et, comme je l'ai dit, nos partenaires traditionnels, nous sommes dans notre environnement, nous savons nos partenaires traditionnels. Il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire et la BAD. Au moins, ce sont nos partenaires indiscutables. Et ces partenaires, tous, sans exception, je dis bien tous, sans exception, sont favorables à cette démarche. Donc, quand vous allez au niveau de la BAD, parce que la BAD a envoyé ici, il travaille avec le KPMG, le cabinet KPMG. Si KPMG
a une mission. On lui pose la question, est-ce que les services de contrôle peuvent-ils être scindés en 3? S'ils sont scindés en 3, êtes-vous prêt à financer? La réponse automatique, oui. Parce qu'ils savent que c'est une voie obligée pour améliorer le fonctionnement des services du pays. Au lieu qu'ils viennent chaque fois nous donner des leçons, ici, vous n'avez pas formalisé telle structure, vous n'avez pas fait ceci ou cela. Si de nous-mêmes, nous pouvons faire ça, tant mieux. Et leur vocation, c'est de nous aider à mieux faire pour évoluer. Alors, si on leur dit, nous voulons bien faire, mais malheureusement, nous manquons de moyens. Mais d'emblée, ils vous mettent des fonds à votre disposition. La Banque mondiale, comme je l'ai dit, en 2018, il y avait la DGI, DGDA, DGRAD, Inspection Générale des Finances. Nous étions à Caritas, avec un cabinet Panodi recruté par la Banque mondiale. Mais c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Et quand on lui posait la question, mais tout ça c'est bien beau, mais les fonds, il dit non, mais la Banque mondiale insiste pour qu'il y ait cela. Donc, la Banque mondiale peut vous financer. Et les COREF est aussi mis à profit parce que le financement Banque mondiale pour ce domaine passe par COREF. Et COREF, nous avons eu plusieurs réunions avec COREF. Nous ont dit, mais d'ailleurs à ce moment, la Banque mondiale était prête à déverser 100 millions de dollars pour ce genre de dossier. Donc ce n'est pas la Banque mondiale, si le gouvernement posait bien les problèmes, qui va dire non. L'argent est disponible au niveau de la Banque mondiale. Au niveau du Fonds monétaire, c'est la même chose. Je vous ai parlé de Brazzaville. Même dans les rapports généraux que nous avons produits à Brazzaville, on a parlé de ça. Qu'il y a nécessité que les services s'alignent sur les bonnes pratiques et normes internationales. Et s'il y a nécessité de financement, les fonds monétaires étaient disposés, sur demande des responsables bien sûr, à accompagner les administrations qui voudraient muter vers ces changements. Donc vous comprenez que, si je conclue par là, vous comprenez que nous avons des services que nous critiquons nous-mêmes. Tout simplement parce que le fonctionnement n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons. Dans nos têtes, nous avons besoin d'avoir de bons services, mais ce qui est là pour le moment, tous les services qui sont là ne sont pas bien organisés, ne fonctionnent pas correctement. Et par conséquent, ce sont des services, en termes de registre financier, qui ne mobilisent pas suffisamment de recettes. Et si les services ne mobilisent pas suffisamment de recettes, c'est parce qu'en interne, il y a ces déficits organisationnels. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut corriger ces déficits organisationnels? La réponse est oui. À travers la maîtrise des risques et l'audit interne. Là, je viens de démontrer que si la maîtrise des risques est là, l'audit interne est là, indubitablement, nous aurons atteint un niveau satisfaisant d'organisation de nos services internes. Il n'est pas dit qu'on commence aujourd'hui, demain immédiatement on a les résultats, mais c'est un processus qu'on doit amorcer parce que la maîtrise des risques entraîne aussi un changement de mentalité. Si aujourd'hui vous vous comportez de cette façon et demain on vous oblige qu'il faut vous contrôler vous-même et contrôler aussi l'action de votre voisin conformément au texte, je crois que cette mentalité qu'on vous impose va vous obliger à bien évoluer. Et nous avons proposé que pour ce faire, qu'il y ait scission des services actuels, traditionnels de contrôle. L'inspection des services, par exemple la DGI, existe depuis 1989, depuis que la DGI a été créée en 1988. L'année suivante, on a créé les cadres organiques, on a prévu l'inspection. Mais depuis 1989 jusqu'à présent, aucune réforme. Malgré le constat de l'échec, mais rien n'est fait. À la DGRAD, c'est la même chose. C'est le constat qui a été partagé
comme je l'ai dit à Caritas. Donc aucun service ne peut dire que moi je fais exception. Donc nous tous, nous sommes dans la même pirogue. Et comme nous sommes dans la même pirogue, et que nous avons cette nécessité de vouloir changer, l'opportunité est là, et les financements pourra aussi être là. Il suffit que nos dirigeants posent les premiers pas, expriment cette intention de vouloir changer, qu'ils prennent conscience, expriment l'intention de vouloir changer, ce qu'on appelle en audit les sponsors. Ils se constituent en sponsors, c'est-à-dire en décideurs. Parce que pour évoluer dans ce genre de réformes, le premier pas, c'est l'expression de la volonté de l'autorité. Quand l'autorité a exprimé la volonté de vouloir agir, il pose ce premier pas. Maintenant, le deuxième pas pourra suivre, et ainsi de suite. Et quand on aura fait ça, le ton est donné par l'autorité, nous allons vivre ce que moi j'appelle la révolution aromatisée. La révolution aromatisée, c'est une révolution qui se fait en douceur. Parce que le mot révolution, c'est comme s'il y a une certaine brutalité, un changement brusque qui peut entraîner des casques, des morts d'hommes, des sang. Mais ici, c'est une révolution qui se fait en douceur et qui entraîne un changement radical de mentalité. Parce que si avant, on évoluait sans tenir compte du contrôle interne, après, on sera obligé de tenir compte de ça pour bien évoluer. Mais il n'y a pas la chicote, juste le texte et puis un suivi régulier, encadré à travers les services de maîtrise des risques pour atteindre ce changement de mentalité. Et puis, quand on aura tout fait et qu'on vivait l'amélioration du fonctionnement de nos services, en tout cas, nous avons l'expérience, près de 30 ans de service à la DGI, dont nous maîtrisons cette direction et nous maîtrisons aussi les autres services de régie des financières parce qu'on collabore avec eux, on échange aussi avec eux. À n'en point douter, nous allons vivre une augmentation phénoménale des recettes. Je dis bien phénoménale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards de dollars de budget. Mais déjà, avant d'atteindre les autres aspects exogènes qui peuvent déranger les objectifs des régies financières, mais en interne, en tout cas, nous aurons résolu une grande part. Si le taux de perception de nos recettes, par rapport aux potentialités de nos recettes, si le taux de réalisation est de 40% ou moins de 40%, eh bien, avec une organisation interne améliorée, on pourra même aller au-delà de 60% et pourquoi pas 70% des recettes de nos potentialités. Mais si aujourd'hui nous sommes à 5 milliards, autour de 30% des réalisations, mais si on atteignait 60% ou 70%, c'est que nous serons au-delà de 10 milliards. Donc c'est comme ça qu'il faut voir cette finalité. Et cette finalité, pour l'atteindre, la voie obligée, maîtrise des risques, pour améliorer le fonctionnement interne de nos services, la voie obligée, c'est la maîtrise des risques et l'audit interne. En attendant les questions, je vous remercie. Et voilà là, M. Dieudonné Bifuma, nous venons de suivre comment nos services pourraient être organisés, pourraient bénéficier de ces nouvelles techniques que vous proposez aux entreprises, notamment aux régies financières. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Qui est habilité alors à organiser les services, notamment les régies financières, pour parvenir à cette performance que vous voulez tant imprimer à travers ces nouvelles techniques? Oui, c'est-à-dire la personne qui doit décider. Pour le moment, c'est le Premier ministre. Parce que c'est le Premier ministre qui peut signer un décret portant organisation de nos régies. Que ce soit la DGDA, DGRAD ou DGI, c'est le Premier ministre qui signe les décrets. Alors maintenant, c'est le Premier ministre qui peut signer les décrets
pour incorporer, intégrer justement ces nouvelles notions qui se traduiront. Il y a besoin de moyens pour financer ça. Mais bien sûr, nous sommes des techniciens. Tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de réfléchir et donner les idées aux décideurs. Maintenant, nous avons réfléchi parce qu'ici, l'IA Congo a pour devise partage de connaissances. Bon, ils m'ont invité pour qu'on partage avec cet aspect. Et en tant que technicien, personne ne peut contester notre qualité de technicien en audit interne. Et nous avons donné nos idées. Et vous étiez dans la salle, vous avez vu la réaction de la salle. Maintenant, moi je n'ai pas la signature d'un décret. Je ne peux pas signer un décret. Maintenant, ceux qui ont la responsabilité de signer le décret, c'est à eux de dire, bon, ce que le monsieur a dit, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ce n'est pas moi qui ai inventé la maîtrise des risques, ni l'audit interne. Nous avons appris, on s'est spécialisé, nous sommes des spécialistes, mais on s'est spécialisé. Pas personnellement, nous avons été envoyés en formation pour nous spécialiser. Et je suis spécialiste, membre de l'Institut d'études internes en France, là-bas, IFASIC, Institut français de l'audit et du contrôle interne. Et l'Institut est membre de l'IA globale, sur le plan international. Donc nous sommes des auditeurs reconnus par l'IA. Nous avons cette formation. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec? Mais c'est donner les idées, partir de cette spécialisation pour donner des idées. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, c'est à l'autorité de voir, est-ce que ce monsieur a dit vrai? Est-ce que son argument est défendable? Et je ne suis pas le seul qui partage cet argument. Tous les autres experts, parce que nous avons eu des travaux avec des experts de KPMG qui travaillent pour l'ABAD, nous avons eu des travaux avec les experts du Fonds monétaire, même à Brazzaville, on a participé à de telles réunions, des experts de la Banque mondiale. Tous les experts qui ont les mêmes connaissances que nous abondent dans la même ligne, dans la même voie. Et vous affirmez que en appliquant ces techniques, la RDC pourra bien booster d'abord le fonctionnement de ses services spécialisés, mais aussi augmenter les recettes et non peut-être recourir à des séminaires ou bien des réformes qui ne tiennent peut-être pas la route en termes d'amélioration des services. Justement, ça je le confirme. Je le confirme et je défie quiconque peut me dire le contraire. Je défie quiconque peut me dire le contraire. Parce que pour améliorer, il faut maîtriser certaines choses. Et c'est ce que nous proposons. Quand vous avez maîtrisé, vous essayez de proposer certaines réformes, c'est en connaissance de cause. Parfois, ici, on fait des réformes sans un diagnostic approfondi. Et pour vous, vous dites que par moment, on reproche certaines choses à nos services. C'est peut-être pas seulement les agents, mais c'est aussi parce que l'État ne s'est pas adapté aux nouvelles techniques. Mais bien sûr, nos services ne sont pas adaptés. Nous fonctionnons à l'ancienne. Prenez même l'époque coloniale. Il y avait une administration très solide à l'époque coloniale. Mais maintenant, beaucoup de choses ont évolué. La vie des hommes a beaucoup évolué. Mais quand on va sur le plan administratif, c'est presque la même chose. Comment on peut vivre au XXIe siècle tout en gardant les méthodes, la façon de penser, la façon de travailler du Moyen-Âge ou je ne sais pas de quelle époque. Les régies ont intégré la télédéclaration, par exemple. C'est parmi les techniques qui peuvent aider aussi. Non, là, c'est la relation régie financière et usager, c'est-à-dire le contribuable. Ah, okay. Ça, c'est dans cette relation. Mais le fonctionnement, c'est quelque chose d'interne. Donc, vous, DGI, on vous pose la question, vous avez combien de contribuables à travers le pays? C'est-à-dire les répertoires, par exemple. Ils sont combien les contribuables? Vous devez être capable de dire ça. Okay? À travers la RDC, ils sont autant. Non, mais ne dites pas que nos services ne sont pas capables de... Ils vous donneront un chiffre. Non, ils vous donneront un chiffre. Mais ce chiffre-là est-il réel? Mais avec la maîtrise des risques, même si on n'aura pas l'exactitude, mais on sera plus proche de la réalité. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et quand on dit, par exemple, est-ce que vous avez relancé tous les défaillants? On vous dira oui, on a relancé les défaillants. Est-ce que tous ont été relancés? De quelle manière? Est-ce que ceux pour qui vous avez reçu les déclarations ont-ils bien déclaré? Donc c'est l'organisation qui vous permet de dire tout ça, de donner des réponses. Et facilement, si vous êtes bien organisé, quelqu'un vient vous dire, moi je n'ai réalisé que 1000 francs de chiffre d'affaires. Mais avec l'organisation,
vous pouvez lui démontrer que, monsieur, vous avez réalisé 5 000. Et le monsieur, indiscutablement, il a avec l'organisation. Donc, c'est quelque chose de fondamental quand on parle de ça. Et quelqu'un a caché, ou quelqu'un ne se fait pas voir, il a caché une information avec l'organisation, même interne. Vous êtes capable de dénicher tout ça. Donc, l'informel va diminuer. Donc, ceux qui sont dans l'informel, beaucoup seront dénichés. Ceux qui sont dans le formel, mais qui déclarent très mal, ils seront dénichés. C'est ce qui va augmenter les recettes. Donc, ce n'est pas quelque chose de théorique. Nous sommes des théoriciens. Je suis spécialiste en audit interne, mais je suis praticien. Alors je vis ça. Et là, vous étiez en face des spécialistes maison, c'est-à-dire de chaque service. Je pense qu'il y en avait aussi des services privés, je ne sais pas. Alors, dites-nous, comment avez-vous vous évaluez la réceptivité de votre message? Est-ce que déjà les spécialistes qui semblent être aussi interface devant vous, vous avez peut-être des connaissances poussées, mais dites-nous, en les écoutant et qui sont sur terrain également, est-ce que sont-ils prêts à s'adapter aux nouvelles méthodes? Oui, mais non, je n'étais pas en face seulement des délégués des régies financières. C'est l'Institut des auditeurs internes qui a organisé la conférence. Et moi, le thème qu'ils ont proposé, c'est un thème qui concerne les régies financières principalement. Mais les participants à la conférence n'étaient pas seulement des régies financières. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils étaient plus de la moitié, de moins de la moitié. Mais les restes, ce sont des experts, des banques, des grandes entreprises. On a remercié les auditeurs de plusieurs banques, de plusieurs entreprises, des grandes entreprises, Régie des eaux, ainsi de suite. Et la Banque centrale, l'Eurobank, plusieurs banques étaient là. Donc, ça, c'est un cadre des experts. Ce n'est pas une conférence des néophytes. Voilà, et leur réaction, mais tout le monde, à les voir, vous écouter, ils sont quand même impressionnés. Tout le monde est d'abord... à s'adapter aux nouvelles. Oui, tout le monde est content d'abord. Les privés, on comprend peut-être, eux, ils sont au contact de l'évolution, mais ceux de l'administration, c'est là où on pose bien des questions. Justement, ils ont très bien compris. Et si ça ne dépendait que d'eux, de ceux qui étaient dans la salle, demain le décret pouvait être signé. Ah, ok. Mais oui, parce qu'ils sont convaincus de ça, ils sont parfaitement d'accord. Mais comme il y a tout un processus, maintenant nous attendons que les autres comprennent, les autres personnes qui interviennent dans le processus décisionnel puissent comprendre. Le secteur privé et aussi le secteur public, qui comprend le mieux l'évolution et surtout en matière dont vous proposez et qui s'adapte aussi facilement? Ah, mais surtout en matière des risques. Déjà. En matière des risques, il y a des entreprises qui sont spécialisées et qui doivent s'occuper, donc pas exclusivement, mais qui doivent s'occuper de ça très sérieusement. Comme les banques. Les banques et les compagnies d'assurance. En tout cas, là-bas, quand vous ne savez pas gérer les risques, la société tombe en un clin d'œil. Donc, les banques sont vraiment à la page. Et toutes nos banques sont vraiment à la page, que ce soit la Banque centrale. Tout ce qui est banque, en matière de gestion des risques, ils sont très forts. C'est peut-être parce qu'ils sont derrière le profit. Chez nous, non, pas nécessairement des profits. L'administration, c'est peut-être, on en parle en sourdine, mais c'est le service public. Non, ça ne dit pas seulement les profits, mais leur nature, la nature de leur activité, les oblige à maîtriser les risques, dans la mesure du possible. Bon, nous, on croyait que c'était une notion qui n'était pas indispensable, bon, qu'on pouvait gérer autrement. Mais non, c'est ce qu'on a démontré, que nous sommes obligés de gérer ça tel que les banques gèrent les risques, parce que à partir de là, vous allez écarter beaucoup de failles. Je dis bien, vous allez écarter de soi-même. Les failles seront écartées, et quand les failles sont écartées, vous améliorez le fonctionnement du service et obligatoirement, les recettes aussi augmentent. C'est obligatoire, ça c'est une conséquence obligatoire et logique. Vraiment, merci beaucoup Monsieur Bifumano. J'espère que prochainement on pourrait revenir sur cette question et merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Ok, merci. Merci à vous également mesdames et messieurs d'avoir été là attentifs. On est sur France, nous allons multiplier les terrains cette fois-ci. On se retrouve prochainement, même avec le même plaisir plutôt. Au revoir et à la prochaine.